Bonjour, merci pour votre présence, votre intérêt, votre engagement. Bienvenue au ministère des Solidarités et de la Santé pour ce colloque de pair à pair, aujourd'hui et demain. Nous avons le plaisir et la chance d'être aujourd'hui donc dans ce bel auditorium du ministère. Et le plaisir également et l'honneur que ce colloque soit ouvert par la secrétaire d'État au handicap, Madame Sophie Cluzel. Bonjour à tous et à tous, Monsieur le Président, cher Philippe Maugiron, président de l'Association francophone des médiateurs de santé pair, Monsieur le délégué ministériel, cher Franck Bellivier, Mesdames et Messieurs les présidents d'association, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être ici avec vous pour ouvrir les travaux de cette rencontre de pair à pair, aujourd'hui et demain, parce que je suis convaincue de l'importance du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et je sais que vous êtes convaincus ici, et je tiens à saluer aussi nos amis du Québec, de Suisse, de Belgique, de République tchèque, qui sont venus jusqu'ici cet après-midi pour pouvoir échanger avec vous. C'est une rencontre inédite, pour deux raisons. Elle est organisée par les pairs et pour les pairs, et elle permet un croisement entre les différentes formes d'engagement et les différentes problématiques en dépassant les clivages habituels. Je suis convaincue qu'il s'agit d'un événement fondateur pour la création d'un véritable mouvement de pairs. C'est pour cela que je vous ai affirmé mon soutien dès notre premier échange sur ce projet aux rencontres scientifiques de la CNSA, que je salue, consacré au savoir expérientiel. Je suis donc ravie de voir ce projet se concrétiser grâce à votre énergie. Et de constater, en voyant cette salle comble, à quel point vous aviez raison. Il y avait urgence d'offrir aux pairs de différents horizons une opportunité pour se rencontrer, pour échanger et pour construire ensemble la vision commune pour demain. Je l'avais dit aux rencontres scientifiques de la CNSA, être parent et surtout être parent d'un enfant en situation de handicap, on ne vous l'apprend pas dans un cours. Tout comme on ne vous apprend pas dans un cours ce qu'est la vie avec un handicap, avec une maladie invalidante ou un trouble de santé mentale. Et pourtant, vous développez une sacrée expertise en faisant face à de nombreux obstacles et en les dépassant. Encore aujourd'hui, les savoirs issus de mon expérience de parent continuent à être une boussole importante pour définir les priorités d'action pour la politique gouvernementale en matière du handicap. Je suis donc convaincue de la pertinence des savoirs issus de vos expériences et de l'importance de leur partage. Au-delà de cette conviction intime, la mobilisation croissante de l'expertise des personnes en situation de handicap est indissociable de l'ambition de société inclusive que porte ce gouvernement et l'entièreté du gouvernement. Notre ambition, c'est une société qui n'exclut personne, une société de choix où chacun trouve sa place, une société où personne n'est réduit à être un objet de soin, une société où chacun est sujet de droit et acteur de son parcours de vie. Il s'agit tout simplement de rendre effectifs les principes de la loi du 11 février 2005 et la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. N'est-ce pas, cher Jean-Luc Simon? Vous y êtes tellement attaché. La reconnaissance et la revalorisation des compétences des personnes, c'est à la fois la conséquence de cette politique et un moyen pour la réussir. En effet, dans une société inclusive, le respect du principe « rien pour nous, sans nous » s'impose. C'est pour cela que la participation des personnes concernées est un principe directeur pour tous les travaux que nous menons. Il ne s'agit pas d'un principe théorique, mais bien d'un engagement opérationnel. Ainsi, dès ma prise de fonction, j'ai exigé que les personnes soient associées aux réflexions menées dans le projet Séraphin PH. Il s'agit du projet de réforme du financement de tout le secteur médico-social, un projet stratégique donc. L'équipe conjointe de la DGCS et de la CNSA a mené un travail exemplaire. Ils ont consulté les personnes en proximité sur le terrain. Ils ont élaboré les outils de communication en facile à lire et à comprendre. Et c'est d'ailleurs là qu'on a compris tout l'enjeu de ce projet. Ils ont enfin recruté une personne concernée au sein de l'équipe pour leur apporter en continu son savoir d'expérience. C'est pour cette même raison que j'ai travaillé avec tous les ministres
et tous les ministères dans le cadre du comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 3 décembre dernier sous l'égide du Premier ministre pour élaborer le manifeste pour l'État inclusif. Ce manifeste engage l'exemplarité de l'État et, dès son préambule, le principe de meilleure prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap est posé. Il porte par ailleurs 2 engagements concrets qui font écho à l'expertise des pairs. Contribuer à la valorisation des compétences des personnes handicapées, notamment par leur participation aux missions essentielles d'accompagnement du public, solliciter l'expertise du Conseil national consultatif des personnes handicapées pour la construction de la feuille de route de chaque ministère. La refonte de ce Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont la nouvelle mandature que j'ai installée le 22 janvier dans ces murs, est d'ailleurs le 3e exemple de concrétisation de la participation des personnes handicapées. Le Conseil est présidé pour la première fois par une personne en situation de handicap, Jérémy Bauroy. Il comporte un collège dédié aux associations des personnes handicapées et leurs familles, en leur garantissant une représentativité accrue. Il contient aussi un collège des personnes qualifiées elles-mêmes, à parité entre personnes dites valides et personnes handicapées. Il va devenir un lieu de co-construction pour que toutes nos politiques prennent en compte les besoins des personnes vivant avec un handicap. Par ailleurs, vous savez sans doute que le 11 février prochain sera organisée la Conférence nationale du handicap en présence du Président de la République. Enfin, l'ouverture du droit de vote aux personnes sous tutelle est une mesure forte pour garantir la participation de tous à la vie démocratique de notre République. Vous voyez ainsi que promouvoir la société inclusive, c'est aussi promouvoir la participation à tous les instants des personnes handicapées. Vous savez, il ne s'agit pas uniquement d'un impératif éthique. Cette participation, nous en avons besoin. La transformation que nous portons s'appuie sur 2 piliers. La progression de l'accessibilité universelle et la transformation de notre système d'accompagnement. Vos compétences, votre engagement en tant que père sont nécessaires pour réussir ces 2 chantiers. En matière d'accessibilité universelle, c'est évident. Comment créer les biens et les services accessibles sans prendre en compte l'expérience des utilisateurs, celle des personnes handicapées en l'occurrence? Garantir l'accessibilité est une question de droit. Impliquer les pairs pour y arriver est une question d'efficacité économique. Car il est bien moins coûteux de concevoir tout de suite un outil, un objet, un service, un site, que de le mettre en accessibilité a posteriori. En matière de transformation de l'offre d'accompagnement, c'est peut-être moins évident, mais tout aussi essentiel. Quelle offre voulons-nous avoir demain? Celle qui accompagne au mieux les choix de vie des personnes, celle qui n'exclut pas les personnes parce que leur profil ne correspond pas à un projet de service, en laissant les personnes les plus vulnérables sans accompagnement à domicile ou à l'hôpital. Celle qui sécurise les parcours en milieu de vie ordinaire pour tous ceux qui le souhaitent. Pour cela, l'expertise du secteur d'accompagnement doit être renforcée sur les 2 plans. La capacité à accompagner les personnes au profil dit complexe, au croisement des différentes expertises. La capacité de faire le lien avec les acteurs de droit commun et de les aider à monter en compétences pour accueillir les personnes handicapées. C'est un changement considérable que nous devons accompagner et pour l'accompagner, votre expertise est précieuse et indispensable. Nous ne pourrons pas répondre aux besoins des personnes en situation complexe et nous ne pourrons pas accompagner les parcours de vie inclusifs si nous continuons d'appréhender le handicap à travers les limitations. Si nous ignorons les compétences et les potentialités de chaque personne, il faut donc faire évoluer les représentations. Ces représentations ne sont pas uniquement celles des professionnels, mais aussi de bon nombre des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Vous avez un rôle à jouer pour qu'on sorte de la logique d'autocensure pour entrer enfin dans celle de l'autodétermination. Lorsque les pairs interviennent auprès ou aux côtés des professionnels, cela change le regard porté sur le handicap car cela donne une illustration concrète de ses compétences et des potentialités dont je parle. Lorsque les pairs se mettent en posture de pairs accompagnants, cela facilite l'expression de la parole de la personne accompagnée et la formulation de ses aspirations, de ses projets, de ses désirs, de ses attentes. Lorsque les pairs partagent ses propres réussites en matière d'insertion professionnelle et sociale, cela accroît la confiance des personnes accompagnées, mais aussi des professionnels et des proches, qui peuvent être réticents quand ils pensent que le risque d'échec est trop important.
Qui serait en effet plus crédible pour parler des potentialités et des possibilités d'insertion professionnelle en milieu ordinaire, malgré le handicap psychique, que quelqu'un qui a réussi ce pari? Lorsque les pairs facilitent le dialogue entre la personne et l'équipe d'accompagnement, cela permet de mieux identifier les risques et donc les conditions de réussite du projet d'accompagnement ou de soins. Bref, la transformation de notre secteur d'accompagnement passera par l'implication croissante des pairs dans la formation des professionnels et dans l'accompagnement des personnes. Je sais que de nombreux freins demeurent et nous devons les lever ensemble, collectivement. Vos travaux aujourd'hui seront un précieux appui pour cela, car vous allez aborder nombre de questions importantes. La formation, les statuts, la place des pairs au sein des équipes. Dans vos travaux, n'oubliez pas les personnes qui ont le plus de difficultés à communiquer. Il faut éviter à tout prix qu'un système à deux vitesses s'installe en matière d'autodétermination et du pouvoir d'agir. Je sais que je peux compter sur vous, afin d'avoir des propositions concrètes pour que l'intervention des pairs ne soit plus une affaire de quelques convaincus. Sachez que vous pouvez compter sur moi pour en tenir compte dans la politique que je mène, et pas que dans celle que je mène, dans celle de l'ensemble du gouvernement. Je vous souhaite d'excellents débats, d'excellents travaux, et ne manquerai pas d'y être très attentive. Merci beaucoup.